Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 31 juillet, 7 fronts s'ouvrent en même temps et aucun n'est isolé. Commençons par Gaza. Un accord de désarmement vient d'être signé cette nuit, mais il faut le dire tout de suite, Israël contrôle déjà 64% du territoire et vise 70%. On négocie donc l'avenir d'une bande déjà presque entièrement occupée. Autre bascule, cette semaine dans le Golfe cette fois. Un allié qui avait tenu 5 mois à l'écart du conflit vient de changer de position en 48 heures, frappé sur 3 fronts à la fois jusque dans sa dernière voie de repli maritime. Ce basculement saoudien n'est pas le seul geste marquant de la semaine, ni de ces dernières heures. À Pékin, la Chine dément fournir des armes à l'Iran. Washington, de son côté, affirme le contraire. Entre l'accusation et le démenti, 24 heures à peine, trop peu pour trancher, assez pour que le soupçon s'installe durablement. Du côté iranien, justement, la stratégie change d'échelle. Téhéran ne se contente plus de menacer le Golfe. Cette semaine, ces avertissements ont atteint Chypre, la Bulgarie et à travers une cyberattaque encore non confirmée officiellement, jusqu'à des systèmes d'eau dans le Minnesota. Pendant que ces tensions géopolitiques s'étendent, deux économies encaissent en parallèle la même guerre, mais chacune à sa manière. Aux États-Unis, l'activité tient sur les réserves d'épargne des ménages, tombées à leur plus bas niveau en 4 ans. En Europe, à l'inverse, on vient tout juste de prononcer le mot stagflation et pourtant, le même jour, le continent affiche sa meilleure croissance depuis un an. 7 dossiers donc, 7 géographies différentes, mais un seul point commun les traverse tous. Plus aucun acteur, même parmi ceux qui voulaient rester à l'écart, ne peut encore se permettre la neutralité. Nous allons les décrypter un par un, dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. Hier soir, jeudi 30 juillet 2026, Donald Trump a annoncé un accord historique de désarmement du Hamas. Dans la nuit, le dossier bouge réellement. Le Board of Peace confirme ce vendredi matin que le Hamas a accepté une feuille de route de désarmement par phase, chaque étape étant mise en miroir d'un retrait israélien correspondant. Pour comprendre pourquoi ce séquençage change la donne, il faut revenir au blocage de jeudi. Hier, Israël exigeait le désarmement complet comme préalable à tout retrait. Le Hamas exigeait l'inverse. Deux conditions préalables mutuellement exclusives, mais une impasse classique en négociation de sortie de conflit où chaque partie craint de désarmer ou de se retirer la première par peur d'être seule exposée si l'autre ne tient pas parole. Le séquençage par phase est la réponse technique à ce type de blocage. Il transforme une décision binaire en une série de petits pas vérifiables, chacun engageant les deux camps à parts égales. Mais ce séquençage ne résout pas tout. Un membre de la délégation du Hamas précise aussitôt que toute mise en œuvre reste conditionnée au respect par Israël de ses propres engagements. Le séquençage ne dissout donc pas la méfiance, mais il l'organise. Le mécanisme retenu, fondé sur une logique de confiance zéro, illustre cette réalité. Aucune partie ne passe à l'étape suivante sans preuve que l'autre a rempli la sienne. Une question structurelle reste cependant ouverte. Qui arbitre en cas de désaccord sur cette vérification? Le Board of Peace, vous le savez, présidé par le président américain Donald Trump, n'est ni une institution onusienne, ni un organe reconnu comme neutre par les deux parties, soit un déséquilibre qui pourrait peser sur la crédibilité du processus si un différend d'interprétation devait survenir. Au-delà de ce cadre diplomatique, il faut le regarder. Ce qui se joue concrètement sur le terrain, comme expliqué, Israël contrôle déjà environ 64% de la bande de Gaza et Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, a réaffirmé hier, jeudi 30 juillet, vouloir porter ce chiffre à 70%. Chaque clause négociée à la table se joue donc sur un territoire déjà largement occupé, un déséquilibre qui pèse implicitement sur tout le rapport de force diplomatique. 6 Palestiniens ont été tués hier dans des frappes israéliennes et l'ONU a averti cette semaine que la violence des colons en Cisjordanie atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré. La désescalade amorcée à Gaza ne s'étend pour l'instant à aucun autre théâtre palestinien. Ce moment de désarmement négocié n'est pas isolé, il s'inscrit dans une même semaine où d'autres acteurs régionaux, eux, ont choisi l'option inverse, c'est-à-dire l'engagement militaire plutôt que la négociation, et c'est le cas de l'Arabie saoudite.
Mercredi dernier, Washington et Riyad frappent conjointement des sites logistiques et d'armement en Irak. Au moins 20 personnes sont tuées et 32 blessées selon les forces de mobilisation populaire, la coalition de milices irakiennes pro-iraniennes visées. Une première pour l'Arabie Saoudite qui s'était jusque-là tenue à distance de ce conflit régional, une posture de neutralité active que les diplomates appellent le hedging, entretenir des canaux avec toutes les parties pour ne dépendre d'aucune. Ce choix de neutralité a un coût, et ce coût vient d'apparaître au grand jour. La semaine précédente, le Royaume s'est en effet retrouvé attaqué sur 3 fronts simultanés, missiles Houthis depuis le Yémen, drones de milices pro-iraniennes depuis l'Irak, nouvelle menace directe de Téhéran. Les Houthis sont même allés plus loin en annonçant un blocus contre la navigation saoudienne à un point de passage stratégique de la mer Rouge, la route de repli que Riyad avait justement privilégiée depuis la fermeture du détroit d'Ormuz. Autrement dit, la voie de contournement elle-même est devenue une cible, ne laissant plus au Royaume aucun corridor maritime pleinement sûr. Alors pourquoi ce basculement précisément maintenant ? Eh bien parce que aucune déclaration saoudienne ne l'explique publiquement. Mais la concomitance est éloquente. 3 fronts ouverts en une semaine, une route de repli menacée et l'action directe qui suit immédiatement. Les faits dessinent une bascule, ces motivations précises restent pour l'instant du côté de Riyad. Un indice, cependant, mercredi, le ministre saoudien de la Défense rencontre à Washington le vice-président J.D. Vance, puis Trump lui-même, un calendrier qui suggère une coordination étroite avec Washington plutôt qu'une décision saoudienne strictement autonome. Ce qui est certain, en tout cas, c'est l'ampleur du geste. Un royaume qui avait résisté 5 mois à l'engagement direct, vient de le franchir. Reste à savoir si ce geste marque une entrée durable dans le conflit ou une réponse ponctuelle à une semaine exceptionnellement dure. Ce que l'on sait déjà, c'est que cette bascule militaire a immédiatement produit un second geste de nature institutionnelle, celui-là. Jeudi, Riyad officialise. 14 pays soutiennent la création d'une alliance de défense maritime. Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Pakistan, Turquie, Égypte, Jordanie, Yémen, Bangladesh, Nigeria, Soudan, Djibouti, Somalie. Des représentants de 43 pays, dont une délégation de l'Union européenne, ont participé aux discussions. Riyad en devient le pays fondateur et en accueillera le siège. Le timing mérite d'être souligné pour ce qu'il révèle sur la logique de l'initiative. Cette annonce tombe le lendemain des frappes conjointes américano-saoudiennes en Irak, au moment précis où Riyad vient de basculer dans un engagement direct. Rien ne confirme un lien de cause à effet formel entre les deux événements, mais leur proximité calendaire situe l'alliance dans la même semaine que le tournant militaire saoudien et pas dans un agenda diplomatique préparé de longue date et indépendant du contexte. Au-delà du calendrier, c'est la composition de l'alliance qui est le fait le plus lisible géostratégiquement. 3 cercles se dessinent. Des pays du Golfe directement exposés aux attaques, le Koweït, Bahreïn, Qatar, des puissances régionales qui pèsent militairement au-delà du seul Golfe, Turquie, Pakistan, Égypte, et des États riverains de la mer Rouge, Djibouti, Somalie, Soudan, dont la présence élargit le périmètre de la menace perçue bien au-delà du seul détroit d'Ormuz jusqu'à Bab el-Mandeb. Cette géographie à 3 strates raconte à elle seule l'ampleur de la crise maritime. Ce n'est plus un conflit localisé dans le Golfe, c'est une menace qui a redessiné toute la carte des corridors commerciaux entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Il faut toutefois nuancer cet élan, car aucun détail opérationnel n'a été publié, pas de calendrier de déploiement, pas de moyens navals chiffrés. Une déclaration signée par 14 pays n'équivaut pas à une force constituée, c'est un acte politique avant d'être un acte militaire. Ce que l'on peut affirmer cependant avec certitude, c'est le geste institutionnel lui-même, puisqu'une partie des pays riverains formalise sur le papier une réponse collective dans un contexte où la protection américaine reste concentrée sur le théâtre irano-israélien. Ce qu'on ne peut pas encore dire, c'est si cette architecture ira au-delà de la simple déclaration commune, cette recomposition régionale autour du Golfe et de la mer Rouge à un acteur extérieur qui l'observe de près et qui a ses propres intérêts à défendre dans la zone. Vous avez deviné, c'est la Chine.
Mercredi, Trump prévient publiquement qu'il serait très déçu, je le cite, si Xi Jinping livrait des armes à l'Iran. Réponse à une information de Reuters reprise par CNN citant le renseignement américain. Pékin, tenez-vous prêts, s'apprêterait à livrer 300 à 400 lanceurs de défense aérienne portables à Téhéran pour une valeur estimée entre 60 et 70 millions de dollars. Le lendemain, la réponse chinoise tombe, sèche et rapide, je la cite, information fausse et totalement infondée, répond le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, réaffirmant que la Chine a toujours cherché à promouvoir la paix. Faut-il y voir un aveu de précipitation, car ce délai de moins de 24 heures ne permet pas en lui-même de trancher sur le fond. Un démenti rapide peut traduire la volonté d'étouffer une accusation gênante avant qu'elle ne s'installe dans le débat public ou n'être qu'une réaction diplomatique standard sans lien avec sa véracité. Ce qui est en revanche vérifiable, c'est le contexte qui rend l'accusation crédible aux yeux de Washington. La Chine achète du pétrole iranien à prix réduit depuis le début du conflit, ça on le sait, et un Iran capable de mieux se défendre contre les frappes aériennes limite mécaniquement le risque de rupture de cet approvisionnement pour Pékin. Ce lien d'intérêt économique ne constitue pas pourtant une preuve de transfert d'armes, mais il explique pourquoi l'accusation américaine trouve un écho, indépendamment même de sa véracité. Et c'est d'ailleurs là que se situe l'enjeu géostratégique réel, au-delà du simple vrai ou faux. C'est la position de médiateur neutre que la Chine cultive simultanément entre Washington, Moscou et Téhéran, qui devient plus difficile à tenir dès lors qu'elle doit démentir publiquement, sur commande et dans l'urgence, une accusation venue du sommet de l'État américain. Que le démenti soit fondé ou non, le soupçon, lui, reste disponible comme levier de pression pour Trump dans les négociations à venir, un outil diplomatique qui ne nécessite même pas d'être prouvé pour être efficace. Si la Chine choisit la voie du démenti feutré, l'Iran, lui, a choisi cette semaine une stratégie inverse, rendre visibles ses avertissements, y compris envers des pays qui se croyaient hors du champ de bataille. 2 appels téléphoniques cette semaine, un même message adressé à des capitales jusqu'ici périphériques au conflit. Le ministre iranien Abbas Araghchi contacte son homologue chypriote, puis le ministre bulgare des Affaires étrangères au sujet de l'usage par les États-Unis de bases militaires sur leur sol. À Chypre, Nicosie répond disposer déjà de garanties britanniques. Les bases ne seront utilisées contre aucun pays, Iran compris. Avec la Bulgarie, en revanche, dont le Parlement vient tout juste de voter l'autorisation d'usage de ces bases pour les opérations américaines au Moyen-Orient, eh bien le ton est nettement plus pressant. Araghchi exhorte Sofia à reconsidérer d'urgence, avertissement que Téhéran défendra ses intérêts sans hésiter. Cette différence de ton n'est pas un hasard rhétorique, elle correspond à une différence de situation réelle. Chypre dispose déjà d'une garantie diplomatique actée, la Bulgarie vient de voter une autorisation encore politiquement réversible. Sur la base de ces 2 seuls cas, on ne peut pas encore parler d'une doctrine iranienne établie qui viserait spécifiquement les décisions les plus récentes, mais la coïncidence entre le calendrier bulgare et la fermeté du ton mérite d'être suivie dans les prochaines semaines. Le même calendrier, la même semaine, révèle justement un second front américain, celui-là, mais tout aussi discret dans sa forme. Plus de 30 systèmes d'eau du Minnesota ont été perturbés dimanche et lundi dernier par une cyberattaque coordonnée ciblant les commandes automatisées de pompes et de stations de traitement, le type d'infrastructure que les experts en cybersécurité appellent la technologie opérationnelle, distincte des réseaux informatiques classiques car elle pilote directement des équipements physiques. Le groupe Cyber Avenger, lié aux gardiens de la Révolution, est soupçonné, sans confirmation officielle à ce stade. Les autorités fédérales elles-mêmes qualifient l'attribution de préliminaire. Aucune eau n'a été rendue impropre à la consommation. Certaines communes, comme Braham, ont dû repasser en pilotage manuel pendant environ 90 minutes. La preuve concrète qu'une intervention humaine reste pour l'instant le dernier filet de sécurité face à ce type d'attaque. Pris isolément, chacun de ces épisodes reste circonscrit et non revendiqué, mais mis bout à bout, il dessine une même logique stratégique connue sous le nom de dissuasion par ambiguïté. Pas d'acte de guerre ouvertement assumé, pas de ligne rouge explicitement franchie, mais une démonstration répétée que la portée du conflit ne s'arrête ni au Golfe, ni à un théâtre géographique unique. Cette stratégie, elle a un avantage pour Téhéran, elle inquiète sans jamais offrir de cible claire à une riposte. Cette guerre, par signaux diffus, a, elle,
Un coût économique bien réel et parfaitement mesurable, celui qui s'inscrit chaque trimestre dans les chiffres de croissance des deux côtés de l'Atlantique. Deux Amériques cohabitent ce trimestre. La première construit des centres de données à un rythme historique, la seconde fait le plein à 4,22$ le gallon. Et ce trimestre, c'est la première qui paie sans le savoir la facture de la seconde. Voilà ce que disent les chiffres. Le PIB, le produit intérieur brut américain, n'a progressé que de 1,5% au deuxième trimestre, sous les 1,8% attendus, en net repli après les 2,1% du premier trimestre. Le Bureau of Economic Analysis pointe une forte hausse des importations, en partie liée à l'anticipation de nouveaux droits de douane, un réflexe classique des entreprises qui achètent par avance avant l'entrée en vigueur de futures taxes, ce qui gonfle artificiellement les importations et pèse mécaniquement sur le calcul du PIB. Mais le tableau est plus nuancé qu'un simple boom de l'intelligence artificielle masquant un ralentissement généralisé. L'investissement non résidentiel a bondi de 8,4%, les équipements industriels connaissant leur plus forte hausse depuis 2011. La demande intérieure est restée robuste, a confirmé Elisa Winger de Bloomberg Economics. Les investissements des entreprises se sont diversifiés au-delà des seules dépenses liées à l'intelligence artificielle. Du côté des ménages, justement, la consommation a bondi de 3,2%, portée par des remboursements d'impôts généreux et une baisse de l'essence en toute fin de trimestre. Mais l'inflation, elle, reste bloquée à 3,7% en rythme annuel et la guerre en Iran s'invite désormais jusque dans les votes de politique monétaire. Kevin Warsh a maintenu, vous le savez, les taux mercredi, mais pour 9 voix contre 3 seulement, 3 présidents régionaux de la Fed réclamant déjà un tour de vis face à une inflation jugée trop élevée. Ce vote divisé est un indicateur à suivre. Il signale qu'une partie de la Fed considère déjà que l'inflation liée au conflit justifierait une réponse plus stricte. Reste la question de la durée. Proja Sriram de Barclays pose le diagnostic le plus clair. Le voici et je le cite. Les consommateurs ont fait abstraction des pressions sur les prix, ont continué à consommer. La question est de savoir combien de temps ils pourront encore le faire. Les remboursements d'impôts qui ont soutenu ce trimestre sont désormais épuisés, la croissance des revenus ralentit et le taux d'épargne tombé à 2,7%, soit son plus bas niveau en 4 ans, signifie que ce sursaut de consommation s'est financé sur les réserves des ménages. Un coussin de sécurité qui s'amenuise au moment précis où l'essence reste chère et où l'inflation refuse de reculer. De l'autre côté de l'Atlantique, la même guerre produit pour l'instant un effet inverse sur les chiffres, une divergence qui mérite d'être expliquée plutôt que simplement constatée. 0,4% de croissance au deuxième trimestre pour la zone euro, le double des 0,2% attendus et pour la première fois depuis fin 2025, un score qui dépasse celui des États-Unis. Un paradoxe apparent puisque cette même semaine, un commissaire européen a officiellement prononcé le mot stagflation pour qualifier la situation économique du continent. Mais alors comment expliquer cet écart ? Andrew Cunningham de Capital Economics propose une piste, la guerre n'a pas significativement réduit les dépenses des ménages et des entreprises. Le cessez-le-feu de juin, en abaissant temporairement les prix de l'énergie, a suffi à relancer la demande intérieure, un répit conjoncturel et non pas une résolution structurelle du choc énergétique. Le moteur de cette résilience a d'ailleurs un nom précis. L'Irlande, dont le PIB a bondi de 3,9% après une contraction de 7% au trimestre précédent, portée par les sièges européens des géants technologiques américains installés sur son sol pour des raisons fiscales. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, le formule sans détour. Les services numériques ont été robustes, notamment grâce à la contribution croissante des activités liées à l'IA. Un même moteur, l'intelligence artificielle donc, joue un rôle inverse des deux côtés de l'Atlantique. Elle masque la fragilité de la consommation américaine, elle crée un vrai surplus de croissance en Europe. L'Allemagne progresse de 0,2%, profitons, selon ING, du fait que ses concurrents asiatiques encaissent plus durement les perturbations du Moyen-Orient sur leur propre chaîne d'approvisionnement. L'Espagne, elle, continue de surperformer à 0,7%, portée par le tourisme et l'emploi. Mais ce tableau flatteur, il a un revers qui n'apparaît pas encore dans les chiffres du PIB. Le ministre français des Finances, Roland Lescure, a qualifié les incendies
qui ravage le sud de l'Europe sous une chaleur record de coups de tonnerre économiques. Récoltes perdues, saison touristique écourtée, prix alimentaires qui grimpent avant même que la facture énergétique ne s'alourdisse à nouveau. Et cette facture, eh bien, elle reviendra. La BCE a certes maintenu ses taux à 2,25% à l'unanimité, mais la majorité des investisseurs anticipent une nouvelle hausse en septembre, la deuxième depuis le début du conflit, ce qui renchérirait le crédit pour les ménages et les entreprises européennes au moment précis où la croissance des salaires ralentit déjà. 0,4% de croissance ce trimestre donc, un chiffre réel, mais que la Banque centrale européenne elle-même relativise. Elle a prévenu la semaine dernière que si le conflit iranien s'éternise, la croissance ralentira et l'inflation grimpera. L'Europe n'a donc pas évité la stagflation qu'elle vient de nommer, elle en a pour l'instant seulement repoussé l'échéance d'un trimestre. Regardons maintenant ce à quoi les investisseurs vont être attentifs aujourd'hui et c'est les PMI manufacturiers et le CPI en France qui animaient les séances avant l'ouverture en France en tout cas et en fin de matinée c'est le CPI, l'inflation donc en zone euro qui sera publié, c'est une première estimation, elle est modélisée à 2,9%. On verra dans quelle mesure, sachant qu'elle arrive de 2,8%. Juste un petit mot sur la France. L'inflation en glissement annuel a été mesurée à 2,1%. C'est une excellente nouvelle qu'il convient de rappeler. On verra dans quelle mesure, éventuellement, au-delà des résultats d'entreprise, cela peut avoir une incidence sur l'évolution du CAC 40. Notamment, Antoine Quesada, dans un instant, nous l'expliquera clairement. Regardons ce qui s'est passé maintenant sur les principales places financières hier. Et en Europe, les bourses sont terminées en hausse grâce à la microéconomie, grâce à des résultats d'entreprises solides qui ont pris, je dirais, l'ascendant sur l'évolution géopolitique, même si elle continue de se détendre. On va voir ça notamment à l'aune de l'évolution des prix du pétrole hier. En tout cas, à Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,92% à 8485 points. Le FTSE a perdu 0,10%. Le DAX allemand a lui progressé de 0,45%. À Wall Street, eh bien, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont bondi et Microsoft a enregistré sa plus forte progression qu'on s'y tienne en pourcentage depuis, tenez-vous bien, 18 ans, c'est gigantesque. Bref, résultat, toute la cote a été tirée vers le haut. Il faudrait que je retrouve les chiffres et je vous les donne dans un instant. En tout cas, toujours est-il que je vais les trouver. Voilà, et c'est bon. Dow Jones plus 0,3%, S&P 500 plus 0,8% et Nasdaq plus 2%. Voilà donc pour ce qui s'est passé hier sur les marchés financiers. Juste un mot du pétrole. Les cours du pétrole ont repris un peu d'air hier, après l'envolée de mercredi dernier, puisque les opérateurs ont réagi à des propos de diplomatie pakistanaise qui assurent que Washington et Téhéran poursuivent des pourparlers malgré les attaques. Dans ce contexte, moins 1,89% pour le Brent à 89,03$, moins 1,03% pour le WTI à 83,59$ l'unité. Notez que ce matin, cette détente se poursuit. On marque une première pause dans cette édition du 31 juillet, la dernière de la saison. Et juste après, Antoine Quesada viendra nous expliquer justement comment est-ce qu'on peut partir en vacances tranquille. À tout de suite.